envie d'embrasser à bouche, que veux-tu? Mes ennemis d'hier et même des inconnus. Rancunier de nature, je deviens écolo. Et la terre est si belle et les gens sont si beaux. Aujourd'hui, J'aime tout le monde aujourd'hui. Bonjour Frédéric Zetoun. Bonjour, et Cyrielle Sarah, comment ça va? Eh bien écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui, on va changer de place, puisque d'habitude, c'est vous qui êtes à ma place et qui interviewez. Mais c'est un fait tout bonheur. drôle, je suis très impressionné d'être de ce côté-là de la table. Moi aussi, parce que pour être très franc, j'ai l'habitude de vous lancer en faisant la matinale de temps en temps en remplacement sur Radio J. Et donc voilà, c'est un bonheur pour moi de vous avoir. Alors d'habitude, bien sûr, vos célèbres émissions sur notre antenne, les chansons de ma vie, ou dans votre chronique, toutes les chansons ont une histoire sur Radio J. Et justement, eh bien, nous allons parler de cette voix, puisque vous serez bientôt en concert au Café de la Danse pour votre album J'aimerais. Oui. Et justement, j'aimerais d'abord commencer par le début, si vous voulez bien, Frédéric Zetoun. On y va. Vous êtes né en 1961 à Tunis. Vous avez 60 ans aujourd'hui et c'est indissociable de vous, de votre personnalité et sans nul doute de votre personnalité, puisque vous émigrez à l'âge de 8 jours avec votre père à Paris pour être opéré. Oui. De quoi exactement? En fait, je suis né avec un petit souci de santé. Je pense que les fées au-dessus de mon berceau ont été un petit peu facétieuses. Et donc, il a fallu arriver très très vite. Je suis né en Tunisie, en plein pendant les événements de Bizerte. Beaucoup de médecins étaient partis. C'était une question, franchement, on va pas plomber l'émission, mais c'était Absolument vraiment pas. une question de vie ou de mort. Et donc, mon papa m'a pris sous le bras et on est arrivé. Et j'avais l'âge de 8 jours en France et j'ai eu la chance d'être pris dans un bon service hospitalier à Paris. Et voilà, et je suis là devant vous aujourd'hui. Alors, disons-le quand même, l'opération ne s'est pas vraiment passée comme espéré. Les choses se sont un petit peu compliquées. Votre mère et vos deux sœurs sont restées en Tunisie. Oui. Elles sont venues 6 mois plus tard. Et votre père a été fort courageux, puisque c'est avec lui que vous êtes restés. Et il a pris soin de vous pendant 6 mois. Effectivement, je vois que vous êtes extrêmement bien renseigné. Ça s'est passé exactement comme ça. Et puis voilà, et puis la vie a gagné, la vie a repris son cours et maman et mes deux grandes sœurs sont arrivées ensuite, donc effectivement le 9 décembre, c'est quasiment un anniversaire, oui. 9 décembre 61 à Paris. Et puis voilà, le temps de trouver un appartement, le temps de s'installer d'abord à Joinville et ensuite à Aulnay-sous-Bois. Et voilà, la cellule familiale a été reformée en banlieue parisienne pour notre plus grand plaisir. Alors ce courage, le courage de votre papa, j'ai envie qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, parce que je crois que vous avez hérité de ce courage et cette histoire de vie vous a valu alors dès l'adolescence, et moi c'est comme ça que je le retranscris, vous me direz, d'écrire des chansons à l'adolescence, ce qui nous fait un point commun, Frédéric Zetoun, je voulais vous le dire. Et vous avez commencé aussi à l'adolescence? Exactement, à l'âge de 7 ans précisément, petite, mais écrire à l'âge où on se cherche et où nos premières questions, nos premières douleurs apparaissent avec notre parcours, quel qu'il soit. Est-ce que c'est cela qui vous a motivé à écrire, Frédéric Zetoun? Comment ça s'est passé pour vous? Je crois qu'au début, j'ai commencé à écrire parce que je trouvais pas dans le langage courant les mots. Et les chansons, honnêtement, du plus loin que ma mémoire ne me trahisse pas, les chansons m'ont toujours fait du bien. Mais vraiment, je me revois. Alors, vous allez me dire, il est facile de réinventer, de refaire le chemin, mais je me revois tout petit, dans mon petit lit d'enfant. Il y avait la radio à la maison, RTL, Europe 1, les grosses radios périphériques, comme on les appelait à l'époque. Et j'écoutais ça et ça me faisait du bien. Pourquoi? Je ne sais pas. Au bout de 50 ans de psychanalyse, j'ai toujours pas compris. Mais vraiment. La musique, en tout cas, avant les mots. Les chansons me faisaient du bien. Voilà. J'ai jamais cherché à comprendre plus que ça. Ça m'apaisait. Et lorsque, effectivement, au sortir de l'enfance, à l'adolescence, franchement, quand j'avais besoin parfois de mettre sur papier des choses qui me faisaient du mal, c'était beaucoup plus facile pour moi de les écrire en vers que de le dire dans la vie de tous les jours. Ça a été mon jardin secret, et ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est resté. Exactement, et j'en ai fait mon métier. Mais écoutez, c'est un beau métier. On dit que vous avez commencé à chanter vos propres textes en 2010, c'est faux. En 1983, oui. Les éditions Chapelle et Gérard Davoust vous ont produit voilà, votre premier 45 tours intitulé Ces matins. On l'a, Frédéric Zetoun. Vous l'avez? Envie de rien ces matins. Mon cœur est lourd à faire pleurer le chagrin ces matins.
étouffe, ma peau est bien trop petite, mal de vivre. Ces matins, Monsieur Baudelaire vient me parler de son spleen, pas d'idéal. Ces matins. Alors là, je bloque un peu sur Baudelaire. Vous lisiez Baudelaire, vous écriviez, vous lisiez les poèmes. Est-ce que ça vous a inspiré dans votre écriture ? Au bac français, j'ai eu 17 à l'oral sur l'Albatros. Vous aussi ? Moi aussi. Et sur l'Albatros de Baudelaire. Et c'est vrai que c'est le poète du mal de vivre quand on est en première et qu'on se cherche un peu. Et voilà, du vent au milieu des tempêtes, Rimbaud, Baudelaire, ça vous parle, ça me parle. Et c'est vrai que... Totalement. Alors ça, c'est pour moi un magnifique souvenir et... un souvenir un petit peu douloureux. Magnifique souvenir parce que c'est un premier 45 tours et puis c'est un souvenir un peu douloureux parce que j'étais pas du tout prêt à faire ce 45 tours. Je me suis retrouvé mais vraiment de la salle à manger familiale de mes parents à Aulnay-sous-Bois sur le plateau de Michel Drucker à Champs-Élysées avec aucune préparation. J'arrivais là comme un lapin dans les phares d'une voiture et voilà. Et ça le charme d'un premier 45 tours. C'est mon éditeur Gérard Davoust était déjà là. C'est toujours lui le cas. C'est une vraie histoire. C'est plus qu'une histoire d'amitié, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ma vie et de ma famille, et on ne s'est jamais quitté. Vous ne vous êtes jamais quitté. Alors en parallèle de vos textes, bien que voilà vous continuez à écrire, vous avez une vie entre guillemets normale. Vous vous êtes inscrit en faculté de droit. C'est vraiment pas ce que j'ai fait de mieux, ça. Juste pour le fun entre guillemets, vous avez obtenu un 3e cycle en droit d'auteur et de la communication audiovisuelle. Oui, il faut le dire quand même, c'est important. Et vous avez travaillé ensuite pendant 15 ans comme concepteur-rédacteur en publicité pour Europe 1. Effectivement. Et vous avez continué à écrire, donc je le disais, pour les autres. Alors, je vais pas tous les citer parce que c'est incroyable le panel d'artistes. Enrico Macias, Carlos, Michel Thor. Il y a aussi Hugo Frey, Charles Dumont, Laurie, Frédéric François, on le dit, Smaïn, Lénaca, Antoine, Annie Cordy, Zaz, Louis Bertignac et aussi quelques parodies avec Laurent Gérard. Oui. Pour vous, être parolier, auteur, c'était donc une évidence. C'était ma vie, c'était poursuivre mes rêves de gosse. Frédéric François faisait partie des gens que j'écoutais quand j'étais tout petit parce que ma maman l'écoutait. Me retrouver aujourd'hui avoir écrit 75 chansons avec lui, c'est quand même c'est marrant. Moi, ce qui me plaît dans la vie, je crois que mon moteur vraiment, c'est de poursuivre ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Et voilà, et je ne me lasse pas de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Enrico Macias, il faisait partie de la famille. On écoutait ses chansons à la maison. On avait l'impression que c'était presque un oncle inconnu. Enfin, vous savez, dans ces familles où on voit, voilà. Et aujourd'hui, devenir ami avec lui et surtout écrire pour lui, ça fait partie vraiment des choses qui me font plaisir. C'est pas que ça me rend fier, ça me fait plaisir. C'est une belle satisfaction. Effectivement. Est-ce que, alors, c'est une question qui est un peu difficile parce que vous venez de me répondre sans me répondre, mais j'ai quand même envie de puiser encore dedans. Comment justement on va puiser cette imagination quand certains sèchent à la 3e ligne et comment on se renouvelle sans dire à chaque fois la même chose? Et c'est une question un peu personnelle en même temps. Écoutez, j'ai pas de réponse à ça. À chaque fois que j'écris pour quelqu'un, je me dis qu'est-ce que cette personne peut avoir envie de chanter qu'elle n'a pas encore chanté. Est-ce qu'elle vous raconte son histoire, cette personne ? Ça dépend. Il m'est arrivé d'écrire pour des gens que je n'avais jamais rencontrés. Zaz, je l'avais jamais rencontré. Et on a fait une chanson ensemble. Je lui ai envoyé un texte, coup de bol. Voilà le coup de bol. Passé. Et Enrico Macias, j'avais l'impression de le connaître depuis toujours parce que sa vie, elle est connue de nous tous. Donc il y a pas de règle, vous savez. Vous avez fait des rencontres qui vous ont sans doute aidé. Celle de Jacques Martin. Ça, c'est une rencontre essentielle dans ma vie. C'est une rencontre, il y a la rencontre de Gérard Davoust, et puis Jacques Martin, je rentre dans son bureau parce que j'étais en train d'écrire un livre sur les années 70. La rencontre devait durer 10 minutes. Il me dit d'ailleurs, j'ai 10 minutes à vous accorder, et ça dure 4 ans. 4 ans, mais je ne pense pas du tout ce jour-là passer un entretien d'embauche. Je suis juste avec un monsieur, j'ai l'impression d'être au musée Grévin, un musée Grévin animé, parce que on voit Jacques Martin nous a tous fait rêver quand on était petits. Bien évidemment, l'école des fans. Et puis on commence à parler, il me parle de judaïsme, il me parle de Torah. Ce mec est complètement cinglé, il est complètement fou. Incroyable. Quoi. Et ça dure 2 heures. Et à la fin, il me dit, écoutez, on va se revoir très vite. Je dis, oui, bien sûr. Mais je me dis, il est fou, bien sûr, on va se revoir très vite. Je lui dis en partant, ne vous inquiétez pas, les 2 pages que je vais écrire sur vous dans mon livre, c'était un livre sur les années 70, ne vous inquiétez pas, je vous les enverrai, c'est vu avec votre assistant. Tu me dis, non, mais vous écrivez ce que vous voulez, je m'en fous, mais on va se rappeler. Et 2 jours après, il me rappelait en me disant, voilà, mais je vous assure que c'est vrai, c'est comme dans un film, on met ça dans un scénar, on ne vous croit pas. Il me dit, vous avez 3 minutes pour me répondre, vous venez travailler à la rentrée avec moi, oui ou non? Je lui dis, mais pourquoi faire?
Moi, j'étais à Europe 1 à l'époque, comme vous le rappelez. Il me dit, Europe 1, je m'en occupe. J'ai besoin de vous 2 jours par semaine. Je m'occupe d'Europe 1. Venez travailler avec moi. Je lui dis, mais pourquoi? Je vous ai posé une question, vous me répondez oui ou non. Je lui dis oui. Bah oui, bon, on l'attente. Bah oui, allez, on l'attente. Et voilà, et ça a duré 4 ans. C'est vraiment quelqu'un qui a changé ma vie. Réellement. C'est vraiment quelqu'un. Il y a des gens dans la vie, il y a des anges comme ça qui vous arrivent de temps en temps sur Terre et qui vous aident à croire. Enfin, qui croient plus en vous que vous n'y croyez vous-même. Et effectivement, en 1994, je me déplace en fauteuil roulant. C'est un secret de Polichinelle aujourd'hui. Enfin, c'est plus un secret pour personne. Me mettre à l'antenne tel que j'étais, en me disant, tu vas d'abord écrire pour toute l'équipe. Donc j'écrivais des parodies de chansons, des pubs et des sketchs. Et puis très vite, on va te voir à l'antenne. Et il l'a fait. Et lui, vraiment, ça fait vraiment partie des gens... Il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à lui. Ah, c'est une jolie déclaration. Mais c'est vrai. C'est quelqu'un qui... Il y a des gens qui vous ouvrent des possibles, qui vous ouvrent... C'est ce qu'on appelle des mentors. C'est ces gens qui arrivent dans votre vie, et c'est ça, c'est un très joli terme, des anges, ils arrivent dans votre vie, ils la transforment, et puis en effet, il faut toujours cette personne qui vient changer votre vie et vous donner votre chance, puisque c'est ça qui s'est passé. Effectivement. Alors, dans cette continuité, en 1997, vous avez publié un 2e livre, Toutes les chansons ont une histoire. Oui. Et alors ça, c'est une histoire, puisque cela vous mène à devenir chroniqueur dans Télématin sur France 2. Pour une autre belle rencontre, celle de William Lémergie. Et voilà, pour la rubrique musicale, puis dans C'est au programme avec Sophie Davant. Oui. Vous en avez fait un spectacle en 2012. Effectivement. Et c'est aussi l'objet d'une chronique chez nous, sur Radio J, bien sûr. Ça continue. En plus de votre émission Toutes les chansons de ma vie, où vous recevez une personnalité pour retracer donc les chansons qu'ils aiment une fois par semaine. On va écouter quand même ce petit jingle qu'on adore. Donc là, ce dimanche, c'était au tour de Chantal Goya. Oui. Vous recevez ces artistes une fois par semaine sur notre antenne. C'est diffusé le dimanche. C'est un rendez-vous qui est incroyable, qui vous fait plaisir et qui fait plaisir à ces artistes aussi. Et je m'amuse. Et on a la chance, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, on a la chance sur cette antenne d'avoir une vraie liberté. Totalement. Un vrai espace de parole qui n'existe plus ailleurs. Un artiste qui vient se raconter pendant 1 heure, ou comme c'est le cas cet après-midi dans votre émission, on aime bien ça, et c'est très plaisant pour la personne qui se raconte, et c'est très plaisant pour la personne qui l'interviewe aussi. Oui, tout à fait. Et donc effectivement, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir. C'est ce que j'allais vous dire. On se nourrit, mais vous aussi, comment vous êtes devenu cette Bible de la chanson? Parce que finalement, il en faut quand même pouvoir raconter toutes ces histoires. Vous savez, depuis tout petit, ça me nourrit. Au départ, j'ai jamais fait ça pour en faire un métier. Au départ, je lisais ça parce que ça me passionnait. Et puis quand j'ai commencé à écrire et que je montrais mes textes à des gens comme Eddy Marnay, à des grands anciens comme Claude Lemel, comme Pierre Delanoë, et qui me racontaient eux-mêmes leurs histoires de succès, leurs histoires de bide. Je notais ça dans un premier temps, mais juste pour le plaisir. Vraiment, je pensais jamais en faire un bouquin, honnêtement, et encore moins un spectacle. Et puis, encore une fois, les choses se sont faites, naturellement. Et dans cette continuité, après votre première expérience sur scène, vous avez coécrit avec votre ami François Despnous, l'histoire enchantée du petit juif à roulettes, votre premier album et un spectacle qui traite avec humour et tendresse du handicap sous forme de comédie musicale. Un petit extrait. C'était pas gagné de trouver la clé et se révéler pourquoi on est fait, non, c'était pas gagné, non. Il vaut mieux être pauvre et en bonne santé que riche et malade. Mais enfin, quand tu cumules... Depuis tout petit, pour moi, ça roule. Alors dans ce spectacle, vous avez voulu montrer que tout est possible. C'était important pour vous de démocratiser certains sujets? De lever certains tabous, bien évidemment, de dire des choses qui me tenaient à cœur depuis très longtemps. Oui, il fallait que ce soit le bon moment. La personne déterminante dans ce spectacle, c'est Alain Sachs qu'on ne présente plus, éminent metteur en scène, qui a lu ce qu'on avait écrit avec François Despnous, avec mon ami François, et qui nous a dit moi, si vous avez envie, on le monte et on en fait un spectacle. Et le but du jeu, c'était de mettre les rieurs de notre côté, c'était de faire réfléchir, il y avait des vraies prises de position, il y avait des vrais coups de gueule dans ce spectacle. Lesquels?
Justement, de dénoncer tout ce qui fait qu'aujourd'hui le monde n'est pas fait pour tout le monde. Aujourd'hui, on est en 2021, bientôt en 2022, et la cité, la ville de Paris, pour commencer, au niveau de l'accessibilité, au niveau du droit, de l'égalité des chances, elles ne sont pas là. Aujourd'hui, c'est un parcours, se promener en fauteuil roulant, se promener en étant en situation de handicap aujourd'hui en France, on a, je le dis haut et fort, on a un demi-siècle de retard, et c'est pas normal. Donc oui, j'avais très très envie de le dire, mais on l'a dit de façon artistique et j'espère avec un petit peu d'humour. C'est un spectacle qui a fait couler pas mal d'encre à l'époque, et franchement ça fait partie des choses, je suis assez content d'avoir tourné ce spectacle pendant 4 ans. Vous avez tourné ce spectacle pendant 4 ans et ensuite vous avez coécrit le spectacle Enchanteur, joué 2 fois en 2018 et un peu plus je crois après, avant de sortir votre second album Duo en solitaire avec de belles voix de la chanson française, il faut le rappeler, Sanseverino, Philippe Laville, Doc Gynéco, Linda Lemay, mais aussi l'éternel Charles Aznavour. Si je te parle ainsi, c'est pour te rassurer, et plus jamais seul et abandonné dans ton éternité. Alors cet album est magique, il est hors du temps, mais on va surtout parler de votre dernier album, si vous le voulez bien, Frédéric Zetoun. Récemment, vous avez prêté votre plume à de nombreux artistes, mais cet album, on a l'impression qu'il est vraiment vous. Il y a tout de vous. Vous nous emmenez d'ailleurs en concert au Café de la Danse ce dimanche soir, mais expliquez-nous de quoi il parle, parce que moi j'ai mon ressenti et je vais vous le dire, mais c'est à vous de nous le dire. Ça parle de mes émotions, ça parle c'était la suite logique, l'album de duo et surtout ce cadeau que l'on vient d'entendre avec Charles Aznavour. C'était merveilleux quand vous vous retrouvez avec Monsieur Charles Aznavour qui accepte de mettre un de vos textes en musique. Ça fait quand même partie des choses qui vous font chaud au cœur. Et l'album de duo était un album un petit peu de bonheur, d'aller chanter avec beaucoup de gens pour qui j'avais travaillé. Enrico Macias aussi était présent dans cet album, et Michel Fugain entre autres, pour parler des gens avec lesquels j'avais la chance de travailler. Et puis après avec Gérard Davoust, on s'est dit l'album de duo c'est fait, maintenant on va se faire un album tout seul. Et donc vous savez, les thèmes de chansons, ils sont dans la rue, ils sont au coin d'une rue, ils sont en voiture, j'avais vraiment envie de parler de certaines choses. Ces chansons-là, c'est des chansons que je pouvais pas donner aux autres, en fait. Il y a de l'amour, il y a de la colère, il y a des règlements de compte, des mea culpa. Vous dites aujourd'hui j'aime tout le monde, même les bons à rien. Aujourd'hui j'aime tout le monde et ça me fait du bien. Oui, mais jusqu'à demain. C'est jusqu'à demain. C'est jusqu'à demain. Bien c'est vraiment. sûr. C'est à prendre au 25e degré. Et ce j'aime tout le monde, c'est une. On ne peut pas aimer tout le monde. Tout le monde n'est pas aimable. C'est une posture. Moi, j'ai toujours été amusé par les gens qui vous disent, moi, dans la vie, j'aime tout le monde. Non, moi, j'aime pas tout le monde. Il y a des tas de gens que j'aime pas. On peut pas aimer tout le monde, c'est évident. Évidemment. Il y a Serge Lama qui dit qu'il a plus qu'aimé cet album. Il vous compare à Desproges ou encore à Coluche. Votre prochain clip sera réalisé par Patrick Braoudé. Oui. Vous êtes très gâté. Et puis. J'ai beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. Oui. Bien sûr, vous avez de la chance, mais cette chance, il faut la provoquer, comme on dit. Oui, mais j'ai beaucoup de chance. Honnêtement, moi, je rends grâce à ça. J'ai l'immense bonheur. Alors, effectivement, au départ, c'était pas gagné. Ma vie, plus elle avance et plus elle est chouette. Et je rencontre des gens, vous parliez à l'instant de Patrick Braoudé, quand vous avez quelqu'un de ce talent et de cette qualité humaine, vous savez, il y a des gens qui ont du talent dans le métier, qui ont aussi du talent dans la vie. Et quand vous avez la chance d'avoir un monsieur comme ça qui vous dit, cette chanson, je vais t'en faire le clip, et qui vous le fait gentiment, moi, à part dire merci, je sais pas ce qu'on peut dire. Alors, ce sera le clip de quelle chanson, il faut l'indiquer? J'aimerais, donc qui est le single de votre album éponyme. Voilà, et qui qu'on commence à entendre un petit peu. C'est une chanson qui n'est pas du tout au format radio. C'est une chanson, c'est un parler chanté, une espèce de truc un peu atypique comme ça, une espèce d'ovni. Et j'y crois beaucoup, moi, en cette chanson. Elle est très belle, cette chanson. Moi, je vous avoue que j'ai un petit crush pour celle qu'on est en train d'entendre. J'aime beaucoup En mieux. Et la chanson Sans chanteur. La chanson Sans chanteur, est-ce qu'il vous a semblé compliqué de vous définir comme chanteur ou pas du tout? Pendant très longtemps, je me suis pas senti légitime. Si tant est que je me sens légitime maintenant, d'ailleurs. Non, très honnêtement, je me vis plus comme un auteur qui chante que comme un chanteur. Honnêtement, après j'essaie de faire ça bien. Dimanche, je vais pas aller faire l'auteur qui chante. Dimanche au Café de la Danse, je vais vraiment essayer de faire le spectacle. Mais je n'aurais jamais chanté si je n'avais pas écrit.
Oui, c'est vraiment un dans ce combo sens-là. pour vous, c'est indissociable. Vous ne pourriez pas chanter les textes d'un autre. Non, impossible. Ça n'aurait aucun intérêt, je Bien chante sûr. pas très bien, donc c'est pas... Vous nous embarquez en tout cas avec une émotion, c'est un chant parlé, chanté en tout cas, et il est tout à fait légitime, je vous le dis, j'ai écouté votre album que j'ai adoré. Merci. Et je voudrais vous poser une dernière question pour clôturer cette première partie Je vous en d'émission. prie. Un parolier, c'est aussi un messager. Et je vais reprendre une parole de votre chanson Vivre, vivre. Est-ce le privilège de l'âge, les années nous rendent plus sages? Est-ce que vous conseillez aussi de vivre parce que le temps nous file entre les doigts avec ses clés justement? C'est une urgence celles que de vous vivre. avez apprises, Frédéric Zetoun. C'est une urgence de vivre. On voit tous les jours des gens qu'on aime nous quitter. On voit tous les jours des choses pas forcément extrêmement drôles se passer. Tant qu'on a la chance d'être en bonne santé, tant qu'on a la chance d'être entouré des gens qu'on aime, oui, moi ça c'est ma seule religion et je la pratique celle-là. Alors justement, votre album s'intitule J'aimerais. Dites-nous, qu'aimeriez-vous de plus aujourd'hui, Frédéric Zetoun? Que tout continue comme ça, franchement, que tout vrai continue comme ça. Honnêtement, là, je suis gâté. Eh bien écoutez, nous aussi on est gâtés avec vous, on continue à parler avec vous et de vous dans cette émission. Frédéric Zetoun, animateur et chroniqueur, mais aussi célèbre parolier, chanteur pour interpréter ses textes. Il sera en concert ce dimanche, le dimanche 19 décembre au Café de la Danse pour son album J'aimerais. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi interroger Frédéric Zetoun en fin d'émission. Pour cela, il suffit de nous écrire sur notre compte Instagram. Dans un instant, bien évidemment, le rappel des titres, mais avant, on va rester un petit peu en musique avec Vivre, vivre sur notre antenne. Mais trop souvent on la défie et l'on en perdrait l'essentiel.